Chant 10. Argument. Agnès Sorel poursuivie par l'aumônier de Jean Chandos. Regret de son amant, etc. Ce qui advint à la belle Agnès dans un couvent. Et quoi? Toujours clouer une préface à tout méchant, la morale me lasse. Un simple fait compté naïvement, ne contenant que la vérité pure. Narrer succinct, sans frivole ornement, point trop d'esprit, aucun raffinement. Voilà de quoi désarmer la censure. Allons au fait, lecteur, tout rondement. C'est mon avis. Tableau d'après nature, s'il est bien fait, n'a besoin de bordure. Le bon roi Charles, allant vers Orléans, enflait le cœur de ses fiers combattants, les remplissait de joie et d'espérance, et relevait le destin de la France. Il ne parlait que d'aller au combat, il étalait une fière allégresse. Mais en secret, il soupirait tout bas, car il était absent de sa maîtresse. L'avoir laissé, avoir pu seulement, son Agnès écarter un moment, c'était un trait d'une vertu suprême, c'était quitter la moitié de soi-même. Lorsqu'il se fut au logis renfermé, et quand son cœur il eut un peu calmé l'emportement du démon de la gloire, l'autre démon qui présidait l'amour vint à ses sens s'expliquer à son tour. Il plaidait mieux, il gagna la victoire. D'un air distrait, le bon prince écouta tous les propos dont on le tourmenta. Puis en sa chambre en secret il alla, où, d'un cœur triste et d'une main tremblante, il écrivit une lettre touchante, que de ses pleurs tendrement il mouilla. Pour les sécher, Bonneau n'était pas là. Certain Bitor, gentilhomme ordinaire, fut dépêché, chargé du doux billet. 1 heure après, aux douleurs trop amères, notre courrier rapporte le poulet. Le roi, saisi d'une alarme mortelle, lui dit « Hélas, pourquoi donc reviens-tu? Quoi? Mon billet? Sire, tout est perdu. Sire, armez-vous de force et de vertu. Les Anglais, sire, tout est confondu. Sire, ils ont pris Agnès et la pucelle. » À ce propos dit sans ménagement, le roi tomba, perdit tout sentiment, et de ses sens il ne reprit l'usage que pour sentir l'effet de son tourment. Contre un tel coup, quiconque a du courage n'est pas, sans doute, un véritable amant. Le roi l'était. Un tel événement le transperçait de douleur et de rage. Ses chevaliers perdirent tous leurs soins à l'arracher à sa douleur cruelle. Charles fut près d'en perdre la cervelle. Son père, hélas, devint fou pour bien moins. « Ah, cria-t-il, que l'on m'enlève Jeanne, mes chevaliers, tous mes gens à soutane, mon directeur et le peu de pays que m'ont laissé mes destins ennemis. Cruel Anglais, ôte-moi plus encore, mais laissez-moi ce que mon cœur adore. Amour, Agnès, monarque malheureux, que fais-je ici, m'arrachant les cheveux? Je l'ai perdu, il faudra que j'en meure. Je l'ai perdu, et pendant que je pleure, peut-être, hélas, quelque insolent Anglais à son plaisir subjugue ses attraits, né seulement pour des baisers français. Une autre bouche à tes lèvres charmantes pourrait ravir ses faveurs si touchantes. Une autre main caresser tes beautés. Un autre, au ciel, que de calamités. Et qui sait même, en ce moment terrible, à leur plaisir si tu n'es pas sensible? Qui sait, hélas, si ton tempérament ne trahit pas ton malheureux amant? Le
Le triste roi, de cette incertitude, ne pouvant plus souffrir l'inquiétude, va sur ce cas consulter les docteurs, nécromanciens, devins, sorbonniqueurs, juifs, jacobins, quiconque savait lire. Monsieur, dit-il, il convient de me dire si mon Agnès est fidèle à sa foi, si pour moi seul sa belle âme soupire. Gardez-vous bien de tromper votre roi. Dites-moi tout, de tout il faut m'instruire. Eux bien payés consulteurs soudain, en grec, hébreu, syriaque, latin. L'un du roi Charles examine la main, l'autre en carré dessine une figure. Un autre observe et Vénus et Mercure. Un autre va, son psautier parcourant, disant Amen et tout bas murmurant. Cet autre ici regarde au fond d'un verre, et celui-là fait des cercles à terre, car c'est ainsi que dans l'Antiquité, on a toujours cherché la vérité. Aux yeux du prince, il travaille, il sue, puis, louant Dieu, tous ensemble, il conclut que ce grand roi peut dormir en repos, qu'il est le seul, parmi tous les héros, à qui le ciel, par sa grâce infinie, daigne octroyer une fidèle amie. Qu'Agnès est sage, y fuit tous les amants, puis fiez-vous à monsieur les savants. Cet aumônier terrible, inexorable, avait saisi le moment favorable. Malgré les cris, malgré les pleurs d'Agnès, il triomphait de ses jeunes attraits. Il ravissait des plaisirs imparfaits. Transport grossier, volupté sans tendresse, triste union sans douceur, sans caresse, plaisir honteux qu'amour ne connaît pas, car qui voudrait tenir entre ses bras une beauté qui détourne la bouche, qui de ses pleurs inonde votre couche? Un honnête homme a bien d'autres désirs, il n'est heureux qu'en donnant des plaisirs. Un aumônier n'est pas si difficile, il va piquant sa monture indocile, sans s'informer si le jeune tendron, sous son emprise, rend du plaisir ou non. Le page aimable, amoureux et timide, qui dans le bourg était allé courir, pour dignement honorer et servir la déité qui de son sort décide, revint enfin. Place, il revint trop tard. Il entre, il voit le damné de frappard qui, tout en feu, dans sa brutale joie, se démenait et dévorait sa proie. Le beau Montrose, à cet objet fatal, le fer en main, vole sur l'animal. Du chapelain, l'impudique furie cède au besoin de défendre sa vie. Du lit, il saute, il empoigne un bâton, il s'en escrime, il accole le page. Chacun des deux est brave champion. Montrose est plein d'amour et de courage, et l'aumônier de luxure et de rage. Les gens heureux qui goûtent dans les champs la douce paix, fruit des jours innocents, ont vu souvent, près de quelques bocages, un loup cruel, affamé de carnage, qui de ses dents déchire la toison et boit le sang d'un malheureux mouton. Si quelque chien, à l'oreille écourtée, au cœur superbe, à la gueule endentée, vient comme un trait tout prêt à guerroyer, incontinent l'animal carnassier laisse tomber de sa gueule écumante sur le gazon la victime innocente. Il court au chien qui, sur lui s'élançant, à l'ennemi livre un combat sanglant. Le loup mordu, tout bouillant de colère, croit étrangler son superbe adversaire. Et le mouton, palpitant auprès d'eux, fait pour le chien de très sincères vœux. C'est ainsi que l'aumônier nerveux, d'un cœur farouche et d'un bras formidable, se débattait contre le page aimable, tandis qu'Agnès, demi-morte de peur, restait au lit, digne prix du vainqueur. L'hôte et l'hôtesse,
et toute la famille, et les valets et la petite fille montent au bruit. On se jette entre deux. On fit sortir l'aumônier scandaleux. Et contre lui chacun fut pour le page. Jeunesse et grâce ont partout l'avantage. Le beau Montrose eut donc la liberté de rester seul auprès de sa beauté. Son rival, hardi dans sa détresse, sans s'étonner alla chanter sa messe. Agnès honteuse, Agnès au désespoir, qu'un sacristain à ce point l'eût pollu, et plus encore qu'un beau page l'eût vu, dans le combat indignement vaincu, verse des pleurs et n'osait plus le voir. Elle eût voulu que la mort la plus prompte fermât ses yeux et terminât sa honte. Elle disait, dans son grand désarroi, pour tout discours, « Monsieur, tuez-moi. » Qui, vous mourir, lui répondit Montrose, « Je vous perdrai. » Ce prêtre en serait cause. Croyez-moi, si vous aviez péché, il faudrait vivre et prendre patience. Est-ce à nous deux de faire pénitence? D'un vain remords votre cœur est touché, divine Agnès. Quelle erreur est la vôtre de vous punir pour le péché d'un autre. Si son discours n'était pas éloquent, ses yeux l'étaient. Un fait tendre et touchant insinuait à la belle attendrie quelque désir de conserver la vie. Fallut dîner, car malgré nos chagrins, chétifs mortels, j'en ai l'expérience, les malheureux ne font point abstinence. En enrageant, on fait encore bonbonce. Voilà pourquoi tous ces auteurs divins, ce bon Virgile et ce bavard Homère, que tout savant, même en bâillant, révère, ne manque point, au milieu des combats, l'occasion de parler d'un repas. La belle Agnès dîna donc tête à tête, près de son lit avec ce page honnête. Tous deux d'abord, également honteux, sur leur assiette arrêtaient leurs beaux yeux. Puis enhardis, tous deux se regardèrent, et puis enfin tous deux ils se lorgnèrent. Vous savez bien que dans la fleur des ans, quand la santé brille dans tous vos sens, qu'un bon dîner fait couler dans vos veines des passions les semences soudaines. Tout votre cœur cède au besoin d'aimer. Vous vous sentez doucement enflammé d'une chaleur bénigne et pétillante. La chair est faible et le diable vous tente. Le beau Montrose, en ces temps dangereux, ne pouvant plus commander à ses feux, se jette aux pieds de la belle éplorée. Ô cher objet, ô maîtresse adorée, c'est à moi seul désormais de mourir. Ayez pitié d'un cœur soumis et tendre. Quoi, mon amour ne saurait obtenir ce qu'un barbare a bien osé vous prendre? Si le crime a pu le rendre heureux, que de vive voix l'amour vertueux. C'est lui qui parle, et vous devez l'entendre. Cet argument paraissait assez bon. Agnès sentit le poids de la raison. Une heure pourtant, elle osa se défendre. Elle voulut reculer son bonheur pour accorder le plaisir et l'honneur, sachant très bien qu'un peu de résistance vaut encore mieux que trop de complaisance. Montrose enfin, Montrose fortuné, eut tous les droits d'un amant couronné. Du vrai bonheur, il eut la jouissance. Du prince anglais la gloire et la puissance ne s'étendaient que sur des rois vaincus. Le fier Henri n'avait pris que la France. Le lot du page était bien au-dessus. Mais que la joie est trompeuse et légère, que le bonheur est chose passagère. Le charmant page à peine avait goûté de ce torrent de pure volupté que des Anglais arrivent une cohorte. On monte, on entre, on enfonce la porte. Couple enivré de caresses d'amour,
c'est l'aumônier qui vous joue à ce tour. La douce Agnès, de crainte évanouie, avec Montrose est aussitôt saisie. C'est à Chandos, on prétend les mener. À quoi Chandos va-t-il les condamner? Tendrement, vous craignez sa vengeance. Vous savez trop, par votre expérience, que cet Anglais est sans compassion. Dans leurs beaux yeux, la confusion, le désespoir les presse et les dévore. Cependant, il se lorgnait encore. Il rougissait de s'être fait heureux. À Jean Chandos, que diront-ils tous deux? Dans le chemin advint que de fortune, ce corps anglais rencontra sur la brune 20 chevaliers qui pour Charles le tenaient, et qui de nuit en ces quartiers rôdaient, pour découvrir si l'on avait nouvelle, touchant Agnès et touchant la pucelle. Quand, deux matins, 2 coqs et 2 amants, nez contre nez, se rencontrent au champ, lorsqu'un suppôt de la grâce efficace trouve un coup tort de l'école d'Ignace, quand un enfant de Luther ou Calvin voit par hasard un prêtre ultramontain, sans perdre temps, un grand combat commence, à coups de gueule, ou de plume, ou de lance. Semblablement les gendarmes de France, tous du plus loin qu'ils virent les Bretons, fondent dessus, légers comme faucons. Les gens anglais sont gens qui se défendent, mais ils beaucoup se donnent et se rendent. Le fier coursier qui notre Agnès portait était actif, jeune, fringant comme elle. Il se cabrait, il ruait, il tournait. Après allait, sautillant sur la selle. Bientôt, au bruit des cruels combattants, il s'effarouche, il prend le mort aux dents. Agnès en vain veut d'une main timide le gouverner dans sa course rapide. Elle est trop faible. Il lui fallut enfin à son cheval remettre son destin. Le beau Montrose, au fort de la mêlée, ne peut savoir où sa nymphe est allée. Le coursier vole aussi prompt que le vent, mais sans relâche, ayant couru 6000, il s'arrête dans un vallon tranquille, tout vis-à-vis la porte d'un couvent. Un bois était près de ce monastère. Auprès du bois, une onde vive éclaire, fuit et revient, et par de longs détours, parmi des fleurs, elle poursuit son cours. Plus loin s'élève une colline verte, à chaque automne enrichie et couverte des doux présents dont Noé nous dota, lorsqu'à la fin son grand coffre il quitta, pour réparer du genre humain la perte, et que, lassé du spectacle de l'eau, il fit du vin par un art tout nouveau. Flore et Pomone et la féconde haleine, des doux zéphyrs parfument ces beaux champs, sans se lasser, l'œil charmé s'y promène. Le paradis de nos premiers parents n'avait point de vallon plus riant, plus fortuné, et jamais la nature ne fut plus belle, et plus riche et plus pure. L'air qu'en respirant ces lieux écartés porte la paix dans les cœurs agités, et, d'un chagrin calmant l'inquiétude, fait au mondain aimer la solitude. Au bord de l'onde, Agnès se reposa. Sur le couvent, ses 2 beaux yeux fixa, et de ses sens le trouble s'apaisa. C'était, lecteur, un couvent de nonnettes. Ah, dit Agnès, adorable retraite, lieu où le ciel a versé ses bienfaits, ces jours heureux d'innocence et de paix. Hélas, du ciel la faveur infinie, peut-être ici me conduit tout exprès, pour y pleurer les erreurs de ma vie. De chastes sœurs, épouses de leur Dieu, de leur vertu embaume ce beau lieu, et moi, fameuse entre les pécheresses, j'ai consumé mes jours dans les faiblesses. Agnès ainsi parla à haute voix. Sur le portail aperçut une croix. Elle adora, d'humilité profonde, ce signe heureux du salut de ce monde.
et, se sentant quelque componction, elle comptait s'en aller à confesse, car de l'amour à la dévotion, il n'est qu'un pas, l'un et l'autre est faiblesse. Hors du Moutier, la vénérable abbesse, depuis 2 jours était allée à Blois, pour du couvent y soutenir les droits. Ma sœur Besogne avait en son absence du saint troupeau la bénigne intendance. Elle a couru au plus vite au parloir, puis fit ouvrir pour Agnès recevoir. « Entrez, dit-elle, aimable voyageuse. Quel bon patron, quelle fête joyeuse peut amener au pied de nos autels cette beauté dangereuse aux mortels. Seriez-vous point quelque ange ou quelque sainte qui des hauts cieux abandonne l'enceinte pour ici-bas nous faire la faveur de consoler les filles du Seigneur? Agnès répond, c'est pour moi trop d'honneur. Je suis, ma sœur, une pauvre mondaine. De grands péchés mes beaux jours sont ourdis. Si jamais je vais en paradis, je n'y serai qu'auprès de Magdeleine. Mon destin, le caprice fatal, Dieu, mon bon ange et surtout mon cheval, ne sait comment en ces lieux m'ont porté. De grands remords mon âme est agitée. Mon cœur n'est point dans le crime endurci. J'aime le bien et j'en ai perdu la trace. Je la retrouve et je sens que la grâce pour mon salut veut que je couche ici. Ma sœur Besogne, avec douceur prudente, encouragea la belle pénitente et, dans la grâce exaltant les attraits, dans sa cellule elle conduit Agnès. Cellule propre et bien illuminée, pleine de fleurs également ornées. Lit ample et doux, on dirait que l'amour a de ses mains arrangé ce séjour. Agnès tout bas loin la providence, vit qu'il est doux de faire pénitence. Après souper, car je ne mettrai point dans mes récits ce noble et digne point, Besogne dit à la belle étrangère, il est nuit close, et vous savez, ma chère, que c'est le temps où les esprits malins rôdent partout et vont tenter les saints. Il nous faut faire une œuvre profitable. Couchons ensemble, afin que si le diable veut contre nous faire ici quelque effort, nous trouvant deux, le diable en soit moins fort. La dame errante accepta la partie. Elle se couche et croit faire œuvre pie. Croit qu'elle est sainte et que le ciel l'absout, mais son destin la poursuivait partout. Puis-je, lecteur, raconter sans vergogne ce que c'était que cette sœur Besogne? Il faut le dire, il faut tout publier. Ma sœur Besogne était un bachelier qui d'un Hercule eut la force en partage et d'Adonis le gracieux visage, n'ayant encore que 20 ans et demi, blanc comme lait et frais comme rosé. La dame abbesse, en personne avisée, en avait fait depuis peu son amie. Sœur Bachelier vivait dans l'abbaye, en cultivant son ouaille jolie, ainsi qu'Achille, en fille déguisée. Chez les commèdes était favorisée des doux baisers de sa déie d'amis. La pénitente était à peine au lit, avec sa sœur. Soudain elle sentit, dans la nonaine métamorphose étrange, assurément elle gagnait au change. Crier, se plaindre, éveiller le couvent n'aurait été qu'un scandale imprudent. Souffrir en paix, soupirer et se taire, se résigner à tout ce qu'on peut faire. Puis rarement à l'occasion, on a le temps de la réflexion. Quand sœur Besogne à sa fureur claustrale, quand on se lasse, eut mis quelque intervalle, la belle Agnès, non sans contrition, fit en secret cette réflexion. C'est donc en vain que j'eus toujours en tête le beau projet d'être une femme honnête. C'est donc en vain que l'on fait ce qu'on peut. N'est pas toujours femme de bien qui veut